Bonjour à toutes et à tous, bonjour, ravi d'être parmi vous pour ces rencontres du tourisme de Bretagne. On va parler d'un sujet évidemment capital, celui de l'attractivité des métiers du tourisme. Alors le manque d'attractivité de ces métiers n'est pas nouveau, très clairement, mais en tout cas il a été renforcé très clairement par la crise sanitaire. Rien que dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, il y aurait aujourd'hui un manque de 250 000 emplois, 250 000 emplois qui ne trouveraient pas preneur. Et évidemment, alors que se profile la haute saison, le problème des emplois saisonniers va prendre une nouvelle acuité. On en reparlera d'ailleurs pendant cette heure ensemble. Alors comment repenser notre manière d'appréhender les métiers du tourisme? La crise sanitaire pourrait-elle finalement être une opportunité pour inventer de nouveaux modèles plus vertueux, tant pour les employeurs que pour les collaborateurs? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, à ma gauche, Mélissa Mingnet. Vous êtes juriste en droit social auprès du GSOTF, l'organisation patronale fondatrice de la FFTV, la fédération représentative majoritaire de la branche du tourisme social et familial. J'espère que je ne me suis pas trompé. Jusqu'ici, j'ai bon. C'est parfait. Eh bien, c'est top. À ma droite, Céline Gallet. Céline, vous êtes consultante senior au sein du cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement ABACA. Vous êtes notamment spécialisé sur la marque employeur, l'expérience collaborateur et les sujets d'organisation. Toujours à ma gauche, Karim Khan. Karim, vous êtes hôtelier-restaurateur depuis 33 ans, je crois, au château d'Apigné, un magnifique établissement situé sur la commune de l'Heureux, pas très très loin d'ici. Et puis à ma droite, Franck Jacquelin. Franck Jacquelin, vous êtes le patron de la Route des Pingouins, qui regroupe des hôtels, des gîtes et des restaurants sur le Nord Finistère, au bord du fameux GR34. Un concept, en tout cas, au modèle économique inédit, où la découverte territoriale côtoie l'innovation sociale. J'ai mon micro qui saute de temps en temps. J'espère que tout va bien là-bas. Vous me direz si je dois en changer. Karim Khan, on va évidemment avec Franck, on va vous interroger déjà d'entrée sur le constat. On va essayer de cerner un peu aujourd'hui ce qui se passe véritablement. Quelle est aujourd'hui votre difficulté, vous, au quotidien, à recruter du personnel et à conserver votre personnel? Puisqu'on a vu aussi que pendant la crise sanitaire, il y avait eu dans les métiers du tourisme beaucoup de démissions, beaucoup de gens qui étaient partis de ces métiers-là pour aller faire autre chose. Comment vous êtes confronté au quotidien à ce phénomène? Alors, cette situation n'est pas nouvelle. Elle ne date pas de la crise Covid que l'on vit aussi et que l'on a vécu et que l'on vit. Elle est beaucoup plus forte aujourd'hui parce qu'effectivement, dans nos entreprises, on a perdu à peu près 230 000 emplois pendant la crise. Pendant cette crise, ça peut s'expliquer aussi par beaucoup de choses, parce qu'il y a aussi une modification des comportements sociaux. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Les salariés qui sont dans nos entreprises ont eu le temps de voir aussi ce qui se passait ailleurs et se sont dit... Est-ce que je dois continuer à travailler dans une entreprise où je me sens peut-être bien, mais aussi une entreprise qui ne me permet pas d'avoir notamment un confort de vie qui est de plus en plus fort. La demande est de plus en plus forte de ce confort de vie, avec des soirées toute la semaine, avec des week-ends. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez fort. Et puis aussi, je pense que la profession aussi paye aussi un certain immobilisme depuis un certain temps, un manque de recul par rapport à la problématique d'emploi qui existe depuis très très longtemps. Alors nous, dans notre entreprise, comment est-ce que on le vit? On subit aussi, parce que même si on a essayé, je ne veux pas être valeur d'exemple parce que ça me gêne beaucoup, et j'essaye toujours de regarder ce que font les autres aussi pour pouvoir adapter en toute humilité les solutions qui peuvent être prises dans mon entreprise. Mais c'est déjà essayer d'avoir
un esprit d'entreprise. On a la chance d'avoir dans notre secteur d'activité 90% des entreprises du secteur de l'hôtellerie, café, restaurant, c'est des entreprises de moins de 10 salariés. Donc il y a cet esprit qui peut être cultivé, qui est très très important, pour pouvoir essayer de garder aussi. Donc il faut se saisir de la structure de nos entreprises pour pouvoir créer ce lien. Et aujourd'hui, malgré ce lien que l'on a, qui s'est... Alors, il y a une chose qui est très très importante qui s'est renforcée pendant la crise. Oui, ça c'est le côté positif au moins. C'est extraordinaire. Certes, le perdu lien des avec les salariés, mais au moins ouais, le lien s'est renforcé. C'est renforcé, mais malgré tout, on a perdu. Moi, je pense à une de mes maîtres d'hôtel qui est partie. Elle m'a dit, et elle revient régulièrement nous voir, mais elle me dit, non, je suis partie parce que j'ai 3 enfants et je veux m'en occuper le soir. On va rester sur ce constat. Franck Jacquelin, ce constat aujourd'hui d'une difficile attractivité des métiers du tourisme, est-ce que selon vous, vous l'avez ressenti plus durement avec la crise sanitaire? Est-ce que ce phénomène s'est aggravé ou pas selon vous? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Maintenant, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui fait se poser pas mal de questions au niveau des employeurs. Mais peut-être partir du principe qu'on a les salariés qu'on mérite. Donc, il faut d'abord que les employeurs s'interrogent sur mais est-ce que moi j'ai fait tout le boulot pour que ce soit attractif? Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur le comportement des clients. On n'en parle jamais, mais voilà, les serveurs en salle ne sont pas des esclaves. Quand on arrive dans un lieu, on peut parler correctement, même si on est stressé, qu'on est fatigué ou qu'on est fâché. On n'est pas obligé de jeter son ire sur le petit personnel, entre guillemets. Le petit personnel, il a une âme, il a des envies, il a des aspirations, et je ne vois pas pourquoi il serait considéré différemment par les clients. Et on n'évoque jamais ce sujet, je pense qu'il ne faut pas l'éluder. Et puis, il y a un troisième élément de difficulté, c'est que c'est un secteur où l'entrée dans ce secteur est relativement aisée. Parce que traditionnellement, il y a eu beaucoup de recrutement de personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup de diplômes. Or, c'est un secteur qui se professionnalise au fur et à mesure. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi. Peut-être qu'on y reviendra. Oui, tout à fait. C'est aussi un secteur dont l'organisation était complexe parce qu'il y a beaucoup de saisonniers. Donc il y a l'opportunité de découvrir des choses. Et moi, je trouve que c'est formidable et qu'il faut valoriser ça. C'est que vous avez des personnes qui font des saisons à la mer et puis des saisons à la montagne. Or, il ne faut pas se voiler la face, il y a des concurrences entre régions. Et il y a des régions de France qui ont des pratiques de rémunération de leurs salariés qui ne sont pas correctes et qui sont même illégales. Et donc, voilà, il faut aussi s'interroger sur ce genre de choses, parce que quand il y a surenchère, il faut qu'on se batte avec les mêmes armes, et des armes illégales, c'est pas acceptable. Et il ne faut pas éluder aussi cette question. Oui, tout à fait. En tout cas, on retient de vos 2 témoignages quand même, et vous le dites très bien, on a les salariés qu'on mérite. Donc, il ne faut pas éluder en effet la responsabilité des employeurs. Ça n'est pas non plus seulement les employés qui sont fautifs, mais les employeurs qui ont aussi quelque chose à faire. Et les clients. Et les clients, bien sûr. Mélissa Mingnet, il y a clairement un problème d'attractivité aujourd'hui des métiers du tourisme. Quel est votre regard sur ce manque d'attractivité? Quelles en sont les raisons selon vous? Alors, on partage complètement le fait que le problème d'attractivité existait avant la crise, mais la crise, elle a vraiment cristallisé ce problème, puisqu'on a fermé nos structures, les qualifiant non essentielles pendant plus de 2 ans. Et donc, ça a été une occasion qui n'était pas prévisible pour les salariés d'aller voir ailleurs, d'aller voir des postes de travail où on termine à des horaires de bureau, où on a ses week-ends, où on a des vacances choisies et tout autre paramètre de la sorte, et puis du temps aussi pour soi, pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est vrai qu'on partage complètement ce constat, et ça s'est aggravé aussi avec un phénomène, surtout concernant les saisonniers, donc qui sont recrutés en CDD, sur la réforme de l'assurance chômage. Puisque l'assurance chômage, la réforme, elle n'a pas changé la durée d'indemnisation
des personnes qui sont au chômage. On va dire que ça n'a pas vraiment évolué. Ce qui a vraiment évolué, c'est le mode de calcul du salaire de journalier de référence. Aujourd'hui, on prend les périodes d'activité et d'inactivité, alors qu'avant, on prenait les périodes uniquement d'activité pour calculer. Donc si on fait le calcul sur un saisonnier qui forcément est inactif une partie de l'année, pas par choix, mais parce que la structure est fermée, son indemnité est largement diminuée. Donc ça, c'est aussi un facteur qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que le saisonnier qui va s'engager, si on lui dit que derrière, il va avoir une période d'inactivité non indemnisée, ben, il ne va pas venir. On le comprend très bien. Autre paramètre concernant spécifiquement les villages vacances, mais je pense que les structures touristiques de manière générale peuvent s'y retrouver. Elles ont été créées dans les années 70-80, à un moment donné où le nombre de salariés dans les structures n'était pas de l'ordre des besoins d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de services, on a de plus en plus besoin de personnel, que la durée du travail aussi a diminué, donc ce qui a fait accroître le nombre de personnel nécessaire. Et donc on ne peut plus accueillir les saisonniers à l'âge d'or, qui faisait rêver à l'époque, où on les logeait, où ils avaient accès aux services des structures. Ça aussi, c'est un élément, je pense, non négligeable qui existait bien avant la crise. Ouais, on va revenir à ce problème des saisonniers parce que c'est vraiment évidemment capital. Céline Gallet, il y a un problème d'attractivité des métiers du tourisme, évidemment, mais il y a aussi très clairement un changement du rapport au travail. Oui, en fait, il y a un phénomène finalement plus large qui se voit très nettement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, mais qui est un phénomène sociologique qui traverse aussi beaucoup de secteurs, qui est lié au fait, particulièrement là dans ce secteur, qu'en effet, quand même, la crise Covid a permis à ces salariés qui ont pour beaucoup le goût de l'effort et de la passion du métier de découvrir aussi parfois les loisirs. Et du coup, aujourd'hui, la demande d'un candidat, elle est beaucoup plus centrée sur le fait de trouver un équilibre. S'il y a bien un mot qui revient aujourd'hui, c'est un équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Et cette attente-là des candidats, en effet, elle se revoit, elle est un peu diffuse et elle est pourtant bien présente, contrairement à un changement réglementaire où tout à coup, les hôteliers-restaurateurs vont devoir changer leur manière de faire. Là, c'est diffus, c'est pas un changement réglementaire, c'est finalement des générations qui arrivent sur le marché, ou celles qui le sont déjà mais qui ont découvert des choses pendant le Covid, qui se rendent compte qu'elles ont finalement d'autres attentes. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a deux constats possibles. Un dirigeant, par nature, il gère des problèmes. Et habituellement, il n'avait pas forcément l'habitude de gérer ce genre de problèmes émanant des candidats, de demande d'avoir le samedi, le dimanche, le 13e mois, pas de coupure, etc. Enfin, les demandes on peut avoir le sentiment qu'elles s'accumulent. Avant, il n'avait pas besoin de les gérer. On se comprenait, on était de la même génération. On était là pour travailler, et puis le rapport aussi de force, c'est pas vraiment le bon terme, mais le rapport entre employeur et candidat n'était pas tout à fait le même. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les job boards, donc les sites d'annonces d'emploi ou même d'échanges sur des plateformes type Facebook entre des gens qui proposent leurs services, notamment pour les saisonniers, et des gens qui proposent des emplois, le ratio, il est quasiment à égalité, voire même, là où vous en avez parlé en introduction, beaucoup plus en faveur finalement des candidats. Donc la parole et les demandes se libèrent. Donc soit en effet on le considère comme un problème de plus et on est dans la critique et voilà qu'on peut entendre sur les salariés qui ont toujours des attentes, soit on prend à bras le corps le sujet et en effet on met à l'étude différents aménagements, différentes possibilités. Le champ des possibles est vaste, on pourra en parler. Mais en effet, tout part de ce déclic-là, de la manière dont on se rend compte que c'est quelque chose qui traverse la société finalement. Vous pouvez aller discuter avec des gens dans l'IT, dans le commerce aussi que j'accompagne, et on retrouve les mêmes attentes, les mêmes démissions subites. Avec un turnover assez élevé. Alors le champ des possibles est vaste, les leviers sont nombreux. Karim, on peut dire quand même tout ce qu'on veut. L'un des leviers principaux, c'est le salaire.
Et il y avait un très net retard dans l'hôtellerie-restauration sur le plan des salaires. Alors je crois qu'il y a eu des négociations qui ont abouti à une augmentation de salaire de 16%, je crois, en moyenne, c'est bien ça ? La grille des salaires était très ancienne, mais elle n'était pas forcément appliquée. Beaucoup d'entreprises étaient nettement au-dessus de cette grille, tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on subit une pénurie de main-d'œuvre, et donc on est obligé de valoriser les personnes compétentes pour pouvoir enrichir le savoir-faire de nos entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort malgré tout dans nos professions. Cependant, les professions, enfin les métiers de premier niveau, oui, eux, ils étaient au ras des pâquerettes. Faut dire, sont au ras des pâquerettes. C'est ce qu'il faut le dire. Et puis, vous savez, quand vous avez un emploi, et ça, vous parlez de salaire, mais les salaires ne sont pas forcément bas, mais à partir du moment où vous travaillez, vous avez un contrat de 39 heures et que vous faites 60 heures et que vos heures supplémentaires ne sont pas payées. Il y a une enquête qui a été faite dernièrement, sur 6300 salariés, 1 sur 2... Dans l'hôtellerie-restauration. Dans la restauration. Dans la restauration. 1 salarié sur 2 disait que ses heures supplémentaires n'étaient pas payées. Dans quelle branche on peut avoir ces chiffres-là ? Et ça, c'est inadmissible parce que tous les professionnels qui jouent le jeu, comme disait Franck tout à l'heure, ils se retrouvent en concurrence déloyale avec ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment un fléau dans notre société. Malheureusement, on ne s'est pas du tout occupé de ça. Et c'est pas récent, c'est très très vieux. Et donc aujourd'hui, on se retrouve devant cette désaffection du personnel devant ces conditions de travail qui sont... Moi d'un autre âge, c'est très archaïque. Et donc, aujourd'hui, on a un gros travail à faire. Il faut qu'on se regarde et arrêter de dire qu'on veut des aides, qu'il faut essayer de simplement avoir de la communication sur notre métier. Mais moi, je suis atterré quand je vois ça. J'ai dit, mais attendez, on a du boulot à faire dans nos boutiques, dans nos cuisines, dans nos offices. On a du boulot. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement une petite mesure cosmétique, mais c'est simplement aller dedans et taper dedans. Parce que moi, je rencontre énormément de professionnels qui travaillent vraiment avec beaucoup de scrupules, et qui se disent, mais moi, comment je fais ? Moi, je paye mon salarié en fonction parce que moi, j'ai une pointeuse où je note toutes les heures. Et à côté, ils s'en fichent. Et donc, eux, ils peuvent avoir un menu beaucoup plus inférieur au mien. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Ça veut dire que chez vous, au-delà de 39 heures, on est payé en heures supplémentaires ? Tout est noté, tout est en transparence. Mais c'est dans l'ensemble de l'entreprise, c'est de la transparence. Pourquoi est-ce que quels sont les résultats que l'on fait dans l'entreprise ? Quel est le chiffre d'affaires ? Quelles sont les activités qui marchent bien ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement ? Et pourquoi on fait des investissements ? Est-ce qu'on demande aux salariés, on a envie de développer tel type d'activité ? On demande aux salariés, est-ce que vous avez une idée, un désir sur... Là, je voyais notamment, dernièrement, on a acheté une machine à laver la vaisselle. Il fallait une machine à laver qui soit performante en consommation d'électricité, consommation d'eau, et réduire la pénibilité du travail. Donc ensemble, on a travaillé sur ces postes-là. C'est pas moi qui vais le décider, non, il faut que je le demande. Et c'est ça, cette collaboration, de travailler avec, ce qui est important, c'est parce qu'on est tous facteurs de richesse de l'entreprise. On a tous quelque chose à apporter. Il faut que tout le monde se sente concerné par l'entreprise. Et c'est dans ces périodes de crise qu'on vient de vivre qu'on sent que derrière, il y a du soutien. Ils répondent, ils aiment leur entreprise. Franck Jacquelin, ça c'est un vrai sujet. Alors évidemment, il y a la faiblesse des salaires, et puis il y a en plus ce que disait Karim, c'est qu'on a un contrat de 39 heures, mais finalement on fait 60 heures. Alors c'est pas toujours le cas, mais non, c'est vrai que ça peut arriver. Bien sûr, mais enfin Karim disait que c'est un salarié sur 2 quand même. Oui, mais moi je pense qu'il y a... la question ne doit pas se poser, c'est-à-dire que ça doit être soit payé, soit récupéré. Ça ne devrait pas être autrement. C'est juste surprenant qu'on se pose la question. Pour moi, c'est le premier point. Il faut l'appliquer, point barre, c'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Et ne pas l'appliquer, c'est ne pas être en conformité avec la loi, point barre. Et sachant qu'il y a 2 systèmes, il faut bien l'avoir à l'esprit. Il y a un système où les heures sont payées, où il y a un système où les heures sont récupérées. Et la récupération, on en parle peu, mais c'est aussi un moyen important
pour permettre à des personnes de faire, par exemple, des semaines de 3 jours. Ça, c'est ce que vous faites, vous, par exemple ? Mais c'est possible, oui, oui. Ouais. Ça peut exister. Ouais, donc ça, pour moi, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'attractivité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le sujet du salaire, mais il y a le sujet de l'attractivité. C'est-à-dire comment, si on est sur le registre de qu'est-ce qui se passe après au quotidien pour développer cette attractivité, je pense qu'il y a une sorte de camailleux de solutions. Et la règle de base, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de venir travailler dans cette boîte. Et moi, ce qui me frappe, et d'ailleurs ce qui m'enchante, c'est que les salariés sont en recherche de sens dans leur job. Et déjà, une boîte qui ne donne pas de sens à ce qu'elle veut faire et à son travail, c'est déjà mort. Pourquoi voulez-vous qu'un jeune qui a envie de débuter sa carrière aille dans une société où il n'a pas de perspective ? Donc, le salaire, certes, mais ça fait pas tout. Et il y a juste des prérequis qu'il faut respecter, point. Et après, travaillons sur, au-delà de ces prérequis, moi je vois dans l'assistance, il y a plein de jeunes, je trouve ça, c'est super. C'est super. C'est-à-dire, je suppose que si vous venez, c'est parce que vous posez des questions sur le secteur. Et je trouve que c'est super. Et donc, le salaire, oui. L'évolution des salaires, oui. Mais c'est juste normal, ça. Franck Jacquelin, quand vous dites donner du sens, ça veut dire quoi exactement ? Donner du sens. Par exemple, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que quand quelqu'un arrive chez nous, comme il y a plusieurs établissements, l'idée, c'est de les faire bouger. Parce qu'une des attractivités de ce secteur, c'est de pouvoir découvrir des choses. Il y a un vrai appétit des gens pour pouvoir découvrir des choses. L'idée du saisonnier, c'est quoi ? C'est, au départ, il y a des personnes qui se disent « moi, j'irai bien à la mer, et puis j'irai bien à la montagne. Et puis l'année prochaine, d'ailleurs, je retourne à la montagne, mais je vais voir un autre coin. » C'est de là que ça part, en fait. Pourquoi Alors, il y a des gens qui ne veulent pas être en CDI. Ça paraît complètement fou, mais vous proposez à des personnes un CDI. Moi, il y a quelques années, le Graal, c'était un CDI. Aujourd'hui, quand on propose un CDI, ah non, je ne veux pas m'engager. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux déjà valider que l'entreprise dans laquelle je suis, les gens sont réglo, que ça a du sens, que ça va me permettre d'évoluer. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et enfin, en tout cas, nous, chez nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est comment développer cette mobilité. Je vais vous prendre un exemple. Nous, on a une jeune femme qui était gouvernante dans un établissement, qui était femme de chambre, puis après gouvernante, et puis elle est partie. Et elle m'a dit, bon, je fais le tour, voilà. Et c'était quelqu'un de grande qualité. Et moi, je suis toujours resté en contact avec elle. Et il y a 2 ans, je l'ai rappelé en lui disant, on ouvre un établissement sur les îles, à Ouessant. Elle m'a dit, ça c'est top. Et puis, elle m'a dit, oui, mais moi, c'est pas 12 mois sur 12. J'ai pas envie d'habiter sur une île 12 mois sur 12. Eh ben, ça peut être 7 mois. Donc ça veut dire adaptabilité. Et puis elle a fait ça pendant 2 ans. Et puis on va ouvrir quelque chose à Molène. Et c'est elle qui est venue me voir en disant, moi, Molène, je veux ouvrir avec vous. Ça veut dire quoi ? Elle n'est pas venue me voir en disant, je veux tant en plus d'argent. Elle est venue voir en disant, je veux participer à ce projet. Et c'est normal que dans cette logique, le salaire évolue. Mais encore une fois, ça n'est que normal. C'est pas ça l'élément fondamental. Il y a autre chose. Et il y a la recherche d'autre chose. Franck, vous vous inscrivez très nettement dans une démarche sociale et solidaire. Est-ce que ça, c'est de nature à attirer aussi des candidats chez vous ? Mais ça fait partie du sens. Si nous, on a transformé en une entreprise sociale et solidaire, ça n'est que la logique de ce qu'on fait au quotidien, en fait. Et ça veut dire quoi, une entreprise sociale et solidaire au regard d'un salarié ? Parce qu'il y a au regard de l'entreprise et il y a au regard du salarié. Ça veut dire que c'est une boîte dont l'obsession n'est pas le profit maximum. Ça ne veut pas dire que c'est une boîte qui ne doit pas gagner d'argent, mais ça veut dire que l'obsession de cette boîte, ce n'est pas le profit maximum. C'est un profil d'entreprise où la logique, c'est l'argent qui est gagné est au service du projet de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est réinvesti dans le projet.
ou dans de nouveaux projets. Ça veut dire que ce qui drive la logique de ces entreprises, ce n'est pas un critère financier, c'est-à-dire ce n'est pas une boîte dont on aspire les résultats pour faire ce qu'on appelle des LBO successifs, etc. Donc, c'est aussi un mode de fonctionnement participatif dans l'échange, dans les projets, dans l'idée de où veut-on emmener ensemble l'entreprise. C'est aussi l'idée qu'il y ait une cohérence dans l'échelle des salaires. C'est-à-dire, c'est quoi l'écart des salaires entre les moins bien payés et les mieux payés? C'est quoi ce qui est acceptable, explicable, décent? C'est aussi être capable de dire telle personne gagne tant parce qu'elle a tel job et l'autre ne gagne pas la même chose parce qu'elle a tel job, et non pas à la tête du client, quoi, ou à la tête de celui qui parle le plus fort. Et donc, je pense qu'il n'y a pas qu'une réponse. C'est une somme de petits pas qui rendent un projet cohérent et qui font qu'on se dit c'est bien d'aller là. Et moi, c'est ce que j'ai évoqué il n'y a pas très longtemps, une table ronde tout à l'heure. Il y a un exemple qui m'a frappé, c'est cette organisation de la journée de l'emploi spéciale Route des Pingouins. Nous, on cherchait 50 personnes. 50 personnes? Oui, on cherchait 50 personnes. Juste, vous avez combien de salariés aujourd'hui? Un peu plus de 100. Un peu plus de 100. Ce ne sont que des CDI, les 100? Alors, moi, tous ceux qui veulent venir en CDI, je les prends en CDI. Ouais. Nous, on double la taille de l'entreprise tous les 3-4 ans. D'accord. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux que ce soit une entreprise attractive. C'est évident. Donc, c'est normal. Donc, on travaille en permanence là-dessus. Donc là, vous aviez besoin de 50 collaborateurs supplémentaires. Vous avez fait une opération avec On a fait une opération avec Pôle emploi en disant on va faire une journée spéciale Route des Pingouins. Et du coup, moi, ce que j'ai suggéré, c'est que je n'intervienne pas. En disant, je pense que les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise, ce sont les gens qui y travaillent au quotidien. Et donc, on a fait intervenir une gouvernante, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, un jeune qui est arrivé il n'y a pas longtemps en apprentissage, un chef de cuisine, une personne commerciale, etc. Et quoi de plus logique que ce soit quelqu'un de l'entreprise qui explique tu peux y aller, je vous le dis crûment, tu peux y aller, c'est pas une boîte de pourris, ils payent les heures, ils sont respectueux, moi j'ai évolué, et d'ailleurs l'année prochaine j'ai tel projet avec eux. Le meilleur recruteur, c'est la page Facebook d'un salarié. Parce que c'est lui qui dit, je sais que, tiens, on cherche quelqu'un sur ça. À propos, tiens, je vous en parle. Parce que moi j'y suis, je m'excuse pour vous, madame, qui faites du recrutement, mais il se passe des choses sur ce sujet. Et l'idée, cette espèce de cooptation par les salariés, c'est majeur. Alors, je ne fais pas d'angélisme, il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où ça peut friter, mais dès lors qu'on est réglo, dès lors qu'on dit les choses, si c'est non, si c'est oui, et on les tient, c'est tout. Ouais. Karim, il y a aussi le sujet de l'organisation du travail. On sait que dans la restauration, notamment, pour les employés, c'est très compliqué de faire un service le midi, de s'arrêter ensuite une partie de l'après-midi pour reprendre le soir jusqu'à pas d'heure. Parfois, il y a aussi une organisation du temps du travail qu'il faudrait peut-être rénover aussi un peu dans votre activité. Ouais, et dans nos métiers, il y a beaucoup de contraintes. Ouais. Le souhait des salariés, souvent, c'est d'avoir, de ne plus avoir de contraintes. C'est avoir des moments où on peut se ressourcer, avoir une vie sociale. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est pour ça que ne pas avoir de coupure, si on arrive à faire... Dans mon entreprise, j'ai arrêté toutes les coupures. Il n'y a plus aucune coupure. Il n'y a plus du tout de coupure. J'ai un restaurant avec le service du midi et le service du soir. J'ai arrêté tous les services du midi. D'accord. Oui, vous n'avez pas mis deux équipes différentes. Voilà. Donc j'ai tout arrêté. Mais leur demande n'était pas forcément jusque-là, mais pour la simplicité, moi je cite, non, on regarde les chiffres d'affaires. Où est-ce qu'on gagne le plus d'argent ? On gagne de l'argent le soir.
avec des ventes additionnelles beaucoup plus importantes. Et donc, c'est là qu'on génère la rentabilité de l'entreprise. Le midi, on est isolé, en campagne, on a beaucoup moins de personnes. Et on calcule, il y a des jours où on gagne de l'argent, d'autres jours on perd de l'argent. Et puis, si on supprime tout, on est à égalité, on fait un équilibre. Et donc là, on a en fait, quand on voit le calcul aujourd'hui, après 2 ans d'arrêt de la restauration de midi, j'ai un chiffre d'affaires plus important et une rentabilité plus importante. Oui, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que ça ne modifie pas vos équilibres économiques, quoi. Non, mais ça a été fait en concertation avec tous les salariés. Moi, ça me frustre sincèrement de ne pas ouvrir le midi, parce que moi, j'aimais bien inviter souvent des personnes que je rencontre pour essayer de parler de sujets de tourisme, par exemple, et essayer de les inviter à ma table. Ça, c'est un petit peu frustrant. Mais ça participe aussi au bien-être dans l'entreprise. Et je n'irai pas, je ne changerai pas, pour le moment, je ne change pas d'avis, parce que, sauf si j'arrive à constituer une autre équipe qui ne travaillerait que le midi. Voilà. Mais là, pour le moment, c'est très, très difficile. Cette organisation du travail, c'est donner des week-ends et des perspectives. C'est pas se dire, 24 heures avant, tiens, tu prends ton week-end. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a un planning et on se dit, là, tu travailles 3 week-ends dans le mois et tu as un week-end. Et on fait des roulements. Et s'il y a un imprévu, aussi bien de notre côté que du côté du salarié, on essaie de tout faire pour que chacun puisse repartir avec des souhaits exaucés, quoi. C'est tout. Mais c'est vraiment travailler en bonne intelligence. Il faut vraiment s'écouter, se sentir solidaire, parce que quand vous avez un salarié qui vous demande quelque chose et que vous avez confiance en lui, vous savez qu'il n'abuse pas. Et inversement, il faut que vous, en tant que salarié, là j'avais un maître d'hôtel covidé, il y a tout de suite un réceptionniste qui était en apprentissage qui m'a dit moi je sais faire du service, je vais y aller. Ouais. Donc, vous voyez, et on a à peine le temps de demander. Mais c'est un soulagement en tant que chef d'entreprise d'avoir ces équipes-là. Ça permet d'avoir une sérénité, et puis tout le monde se serre les coudes. Et c'est ça l'entreprise. Et Franck disait très bien, c'est donner du sens à l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? À quoi sert? Quelle est la raison d'être d'une entreprise? C'est d'abord de faire quelque chose que l'on aime. On est des touristes, c'est des entreprises d'accueil dont on va avoir tous la banane, aussi bien pour accueillir le salarié que les clients. On doit tous avoir le sourire. C'est notre ADN, le sourire. Donc il faut redonner ce sens d'accueil, redonner aussi le bonheur de pouvoir faire des choses que l'on aime, c'est-à-dire des belles choses. Si le sens de mon entreprise, c'était de gagner de l'argent, je pense que j'aurais fait peut-être de la restauration rapide. Non, je préfère essayer de chercher des valeurs, des richesses dans les mains et l'esprit de mes salariés, plutôt que d'ouvrir des sacs et puis de faire du micro-ondes et d'envoyer tout ça. Non, c'est pas... Je respecte ceux qui font ça. Moi, je ne vais pas le faire. Et le salarié, quand il voit que l'entreprise a un sens, quand l'entreprise est labellisée, quand elle s'engage socialement, il est content d'avoir une entreprise qui peut aussi beaucoup lui ressembler dans ses actions. Et c'est ça qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre l'entreprise et le salarié. Et là, ça fonctionne. En tout cas, c'est intéressant votre témoignage, parce que c'est vrai que dans ce métier-là, on se réfugie peut-être un peu trop facilement derrière la notion de métier de service qui est forcément très chronophage. Et on se rend compte que malgré tout, on se réfugie derrière ce prétexte en disant oui, il faut donner du temps, c'est comme ça et pas autrement. Et puis en fait, on se rend compte à travers ce que vous dites que on peut mieux organiser les temps de travail sans modifier les équilibres économiques. Ça peut se faire en tout cas. Ah oui, et on peut arriver à un résultat. Ouais. Et ça, c'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, dans les entreprises, c'est l'esprit que l'on doit donner. Ça, c'est vraiment très, très fort. Et j'ai beaucoup de collègues qui donnent et qui veulent aller toujours beaucoup plus loin dans cet état d'esprit-là. Et on fait une sorte d'émulsion pour pouvoir essayer d'aller encore plus loin, de se rassembler, de regarder comment fait-on, est-ce qu'on est bien dans les clous, est-ce qu'on peut faire autrement, et ça c'est vraiment très très fort, et c'est ce qui fait la beauté de notre métier, et pas de se dire qu'on va fonctionner dans les vieux schémas où
la pénibilité, bah, ça fait partie du métier. Non, je regrette, on n'est pas obligé de gueuler en cuisine pour avoir quelque chose. On est d'accord. C'est ça. Moi, je suis sidéré d'avoir rencontré des chefs multi-étoilés dire bah non, notre métier est exigeant et si je te fais bouffer 1,5 kg de purée parce que tu l'as loupé, c'est normal, tu vas apprendre. Attendez, je dis, Et je connais d'autres triple étoilés il n'y a pas un bruit dans la cuisine. Hein. Ouais. Mélissa, il y a beaucoup de jeunes dans la salle là, aujourd'hui. Il y a aussi un des leviers, on n'en a pas encore parlé, c'est celui de la formation. Il faut qu'on soit meilleur aussi en termes de formation. Il y a des choses à faire. Oui, tout à fait. Bon, dans le tourisme social et familial, déjà, on partage vraiment les valeurs qui viennent d'être décrites. Ouais. Après, il faut aussi avoir conscience qu'il y a des modèles économiques, par exemple, des aménagements qui sont des très belles initiatives, ne peuvent pas forcément être faites dans des groupes de villages où la pension complète est la règle, par exemple. Mais la formation, oui, c'est vraiment le levier phare pour le recrutement et pour la fidélisation. Pour le recrutement, on a parlé... Pas seulement le recrutement. Pas seulement le recrutement. Mais on parlait du salaire. Le salaire, on se rend compte, on est de secteurs, on est du tourisme et d'activités différentes, que ça ne suffit pas à recruter. Ça, c'est sûr. Après, il y a quand même les périphériques dont on n'a pas parlé, qui existent. La communication pourrait quand même permettre... De mettre en exergue des 13e mois, des primes d'ancienneté. Il y a quand même des initiatives qui existent dans les structures et je pense qu'ils pourraient aussi combler des salariés dont ils n'ont pas la connaissance. Mais alors sur la formation, il y a le recrutement et puis la fidélisation. Sur le recrutement, un sujet très important et que la crise a permis de vraiment développer, donc il y a quand même des effets positifs, c'est l'apprentissage. Les aides qui ont été mises en œuvre par le gouvernement ont vraiment permis à des structures qui ne faisaient jamais recours à l'apprentissage de vraiment l'utiliser puisque vraiment c'était très incitatif au niveau financier. Donc nous, on demande vraiment au gouvernement de maintenir ces aides pour pouvoir faire perdurer l'apprentissage dans le temps. L'apprentissage, c'est un gain pour le salarié, puisqu'il acquiert des compétences, et pour l'employeur, c'est recruter sur du savoir-être, recruter sur de la motivation, sur de l'envie, et de le former en interne. C'est aussi l'apprentissage, pour les métiers saisonniers, permettre de faire durer les saisons. Donc là, je reviens sur la question du chômage, la question de l'emploi aussi sur l'année. C'est aussi un gage un petit peu de sécurité pour le salarié et pour l'employeur. Et la formation pour la fidélisation durant le contrat, là, il y a plusieurs solutions. Il y a des outils qui permettent de former en conditions de travail. Donc, on peut aussi, pour motiver ses salariés, motiver ses responsables, leur demander s'ils sont d'accord pour former eux-mêmes, apprendre à former eux-mêmes les salariés de leurs équipes. Et donc ça, c'est vraiment un des outils qui se développe de plus en plus. Ça prend beaucoup de temps. Donc les branches peuvent avoir un rôle, notamment aussi pour préparer un peu le terrain au niveau des entreprises. Et puis, il y a aussi des outils plutôt liés à Pôle emploi qui permettent de former les salariés en dehors des saisons. Et grâce à ces outils-là, ils sont engagés ensuite pour faire la saison dans une entreprise. Donc voilà, il y a des partenariats qui peuvent être faits à ce niveau-là. Et puis il y a les outils auxquels on pense, comme la VAE ou la PROA, qui sont des outils de formation continue. L'idée, c'est vraiment de créer des parcours professionnels dans le tourisme. C'est ce qui a été dit. Aujourd'hui, c'est de plus en plus professionnalisé. Donc c'est vraiment, nous, d'être en adéquation avec ce triptyque compétences, salariés, entreprises, pour proposer ces parcours-là et qu'il y ait vraiment des carrières dans le tourisme. Voilà, l'idée... c'est je commence barman et je termine directeur. Ouais. Je peux le faire parce que je suis formée à chaque étape. Donner je suis de la incitée. Perspective, quoi. Donner de la perspective, ça c'est important. Céline, on voit il y a la difficulté à recruter, la difficulté à fidéliser. Comment on peut accompagner les professionnels sur ces sujets-là ? En fait, là, on arrive sur le sujet de la marque employeur, qui est un sujet qu'on entend beaucoup. Donc, quand on commence à parler de marque employeur, la première idée qui vient à l'esprit, c'est la marque. Donc, c'est faire de la communication, donc c'est se raconter. Sauf que, en fait, en marque employeur, finalement, la vérité, la seule vérité, c'est l'expérience collaborateur. Donc, en fait, quand vous attaquez ce sujet, on l'attaque d'abord par le fond. Et c'est ce que, messieurs, les deux dirigeants, tout ce que vous avez dit, en fait, c'est ça, c'est le fond, c'est le sens que l'on donne, c'est le projet que l'on a pour son établissement et pour chacun de ses collaborateurs. Donc, en fait, c'est là-dessus que, finalement, on peut commencer par intervenir avec peut-être un préambule, c'est que c'est le regard qu'on porte sur ces salariés, c'est-à-dire à quoi ils nous servent.
pourquoi ils viennent travailler. Et en fait, tout part de là. C'est que finalement, soit ils sont de la main-d'œuvre, soit ils sont en effet des richesses potentielles et qui sont à développer. Donc ça, c'est un premier point. Partant de là, on peut explorer diverses pistes. Donc en effet, vous avez parlé du sens, vous avez parlé de la formation des salariés. On peut parler en effet du quotidien de travail. Vous avez parlé de la nouvelle machine qui était commandée, enfin qui a été réfléchie par les salariés. Et en effet, là, j'avais l'exemple récemment de personnel d'étage où la dirigeante de l'hôtel avait investi pour elle et eux des aspirateurs en sac à dos. Et en fait, c'est pas grand-chose, mais le quotidien de travail, c'est ça, la réalité du salarié. Donc, et finalement, on se rend compte en plus que dans cette branche, les salariés sont bien souvent passionnés, ils aiment beaucoup ce métier. C'est dur pour eux quand ils le quittent. Et en fait, du beau matériel, faire bien son travail, c'est en effet finalement une des premières clés. Donc ça fait travailler ce quotidien, ce matériel, cet espace, cette organisation des plannings, des tâches, ça peut être une piste. Une deuxième piste, donc vous en avez parlé sur en effet l'organisation cette fois-ci RH du travail, sur les plannings, etc. On a parlé de formation des collaborateurs, en effet, leur donner une trajectoire, les faire évoluer. On peut être serveur, tout le monde n'est pas un bon serveur. Donc demain, comment est-ce qu'on fait pour que on leur donne envie aussi? Finalement, on leur vend. Enfin, ça, c'est la deuxième partie de la marque employeur, la partie communication. Mais en fait, leur parler de ce qu'ils vont apprendre, des compétences qu'ils vont acquérir. Peut-être que demain, ils vont les transférer. C'est pas donné à tout le monde. Et là, je parle d'expérience personnelle, d'être un bon serveur ou un bon vendeur, clairement. Donc ça veut dire que derrière, il y a des choses à raconter sur ce métier et sur le talent qu'il faut parfois déployer pour l'avoir. Donc il y a ces sujets-là de quotidien, de QVT, de formation, dont on comprend en fait que le dirigeant du coup doit endosser cette casquette RH en fait, de structuration RH. Et c'est pas évident quand on est un dirigeant de petite entreprise, de PME, comme c'est beaucoup dans le tourisme. Ouais. C'est aussi une compétence qu'on n'a pas forcément. C'est une compétence qu'on n'a pas forcément. Après, en effet, Mélissa parlait tout à l'heure de divers dispositifs. Et en effet, alors c'est plutôt valable pour les entreprises de moins de 50 salariés. Mais en effet, les OPCO, donc là, Acto, en l'occurrence, l'OPCO de la branche, accompagne aussi ces prestations-là de conseil RH qui sont souvent très courtes dans le temps. Conseil RH, donc on peut être sur entre guillemets, du pur professionnel RH. Vous avez parlé de grille de salaire. Et en effet, ce côté... structurer finalement notre organisation sur ces aspects-là. Ça peut être en effet une base pour que tout le monde travaille bien et commencer à travailler dans la transparence. Et puis après, en effet, on peut partir sur des sujets de marque employeur. Donc là, en effet, on explore diverses pistes. Et puis le deuxième volet de la marque employeur, une fois qu'on a travaillé ça, c'est finalement comment est-ce qu'on le communique. Et en effet, qu'est-ce qu'on raconte, quel message on donne. Et en fait, c'est la base qui va faire que demain, les collaborateurs peuvent être des coopteurs. Parce que je partage tout à fait l'avis de Monsieur Jacquelin. Il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'un collaborateur satisfait. Mais ça nous arrive parfois d'avoir des clients qui nous disent faites en sorte que nos collaborateurs soient ambassadeurs. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que ça va venir de même parce qu'à un moment, ils seront fiers de leur entreprise. Et ce qui les aura rendus fiers, c'est pas parce qu'on leur a donné un petit message à publier sur Facebook, c'est parce qu'ils auront quelque chose à raconter sur, ne serait-ce par exemple qu'un événement convivial. On a vu aussi, toute petite parenthèse, mais des dirigeants prendre conscience à un moment que finalement faire un déjeuner de Noël coupé pendant 3 heures et fermé, ça n'allait pas faire diminuer beaucoup le chiffre d'affaires, et c'était un booster pour les salariés extrêmement fort. Franck Jacquelin, j'aimerais parce que le temps tourne, j'aimerais qu'on aborde le sujet des saisonniers, parce que ça, c'est évidemment capital en Bretagne, notamment sur le littoral breton, où on connaît les prix de l'immobilier aujourd'hui. Je ne sais plus, il y avait un journal encore qui en faisait état il y a quelques jours, là, en disant que les prix avaient pris encore des augmentations assez folles. Comment on fait aujourd'hui pour attirer des saisonniers, pour pouvoir les faire travailler convenablement dans de bonnes conditions, notamment avec ce fameux paramètre du logement?
Comment est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, on les loge. Oui, et vous faites comment? Dis-toi. Vous les C'est logez. simple. Et donc ça, c'est galère. Ouais. C'est très compliqué. Surtout quand vous êtes sur le littoral, ce que nous sommes, ou sur les îles, c'est impossible de faire un projet d'une certaine taille, par exemple un hôtel-restaurant, à Ouessant, mettons, ou à Molène, ou le long du littoral, si vous ne logez pas les saisonniers. Donc, il y a deux conséquences à ça. La première, c'est plus il y a de CDI, et mieux c'est, parce que plus vous aidez les gens à s'installer, plus vous cassez cette espèce d'ambiguïté, je trouve, de la saison, parce que il faut imaginer que c'est aussi déstabilisant pour des saisonniers. Moi, par exemple, je n'étais pas de ce secteur. J'ai découvert cette logique des saisonniers. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas déséquilibrant que d'avoir des personnes qui, pendant 10 ans, font une alternance montagne et mer? Où est-ce qu'on s'installe? Où est-ce qu'on fonde une famille? Alors vous allez dire, mais c'est complètement rétro comme valeur. Sauf qu'on est quand même sur un secteur où vous avez beaucoup de jeunes dont vous sentez qu'ils ont envie de faire des choses, mais qui sont un peu sur le fil du rasoir. Et qui peuvent à un moment donné se trouver en déshérence. Et le Covid l'a montré. Et je trouve que c'est mieux de faciliter des CDI, c'est mieux de mettre en place des dispositifs qui fonctionnent à l'année. C'est sûr que c'est plus simple quand vous êtes sur le littoral. Vous vous dites, bon ben voilà, j'ouvre 6 mois dans l'année, c'est beaucoup plus facile. Et les 6 autres mois, je vais me promener. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fidélise les choses. C'est pas comme ça qu'on irrigue l'économie à l'année dans des bourgs qui en ont besoin. Oui, sauf que vous l'avez dit vous-même, il y a des saisonniers qui veulent rester saisonniers. Oui, c'est vrai, mais ça a une durée. Quand vous recevez un CV où vous avez j'ai une expérience, et vous lisez, c'est 25 entreprises successives, et ça fait 10 ans que ça dure, et qui viennent vous voir en disant, là j'ai décidé de me fixer, vous dites, là c'est du lard ou du cochon quand même. C'est vrai, c'est pas vrai. Bon. Donc c'est pas simple le sujet des saisonniers. Et puis ce qui est vérité pour quelqu'un à un moment donné peut être complètement différent un an après. Mais moi, je trouve que personnellement, ça peut être un peu déstabilisant que de trop favoriser ce système de saisonniers. C'est pas un service à rendre aux jeunes que ça dure trop longtemps. Ouais, c'est ma conviction. Alors, à un moment donné, c'est pas bien. Alors, je reviens à votre question. Oui, parce que comment on fait? Nous, c'est très simple. Ça paraît complètement aberrant, mais c'est comme ça que ça s'est passé. À Ouessant, par exemple, on ne trouvait pas à loger. Donc on a loué une maison, et puis le monsieur, à un moment donné, nous a dit, là, il faudrait que je récupère ma maison. Je sais bien, je vais vous mettre dans l'embarras. Je lui ai dit, oui, là, c'est plus que dans l'embarras. Et j'ai cherché des maisons partout, et j'ai fini par acheter un magasin. Et j'ai été voir le maire. Vous l'avez transformé? Eh bien oui. Et je lui dis, je vais transformer un magasin vide. Il était abandonné, ce magasin. Il n'y avait plus que ça. Il n'y avait plus que ça à acheter sur le... Je lui dis, mais qu'est-ce que font les pouvoirs publics? À côté de ça, il y a un immense bâtiment qui est une ancienne congrégation religieuse, vide. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire un espace destiné aux saisonniers? Et c'est là où les collectivités pourraient avoir un rôle, justement. Sauf qu'un espace destiné aux saisonniers, ça fait peur aux communes, parce que objectivement, vous mettez 20 saisonniers pendant la saison, tous ensemble, je vous garantis, c'est la fiesta organisée. Non, mais il faut le dire. C'est très sympa, mais c'est quand même une sacrée fiesta organisée. Vous, les jeunes, vous devez bien penser ce que je veux dire. Et c'est bien, mais à un moment donné, c'est ingérable. C'est ingérable. Alors c'est pas la solution. Donc, c'est pour ça que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est transformer ce magasin en 7 petits appartements qui permettent de l'occuper à 2, 3 ou 4 personnes, équipés, parce qu'on se doit d'arriver à accueillir les personnes dans un contexte correct. Et je peux vous dire que c'est pas simple. À Port-Spodère, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Donc c'est une vraie problématique. C'est intéressant votre démarche. C'est-à-dire que face à ce problème, vous vous dites, écoutez, on n'a pas le choix. On achète. Mais sinon, vous n'ouvrez pas. Vous n'ouvrez pas. Et c'est binaire. Si vous pouvez. L'autre jour, j'entendais un monsieur qui avait dit, nous, on a fait un super projet, c'était énorme.
c'était magnifique, on a dépensé des sommes folles dedans, etc. Sauf qu'ils n'ont pas prévu qu'il fallait loger les saisonniers. Et m'a dit, mais on a fermé. Ouais. Non mais... Ouais, c'est incroyable. Ouais. Alors, donc, il nous reste quelques minutes pour les questions. Je me permets, je voudrais juste ajouter un tout petit point, parce qu'on parlait tout à l'heure d'innovation et d'éléments d'attractivité. Nous, il y a 2 points sur lesquels on a travaillé par rapport à ça. Le premier, c'est que, vous savez, c'est un secteur où il y a une pression importante. Il se passe toujours quelque chose. Un service, on ne sait jamais ce qui va se passer dans un service. Un client qui arrive, qui décale son heure, bon, etc. Et donc, il y a nécessité de communiquer de façon extrêmement réactive. Et comment font aujourd'hui la plupart des gens pour communiquer? Ils utilisent Facebook. Vous allez dire, mais attends, Facebook... Et on arrive à un moment donné où l'outil de communication interne à l'organisation, c'est Facebook. Et là, c'est un problème. Parce que vous mélangez la sphère privée et la sphère professionnelle. Et donc, nous, on a mis en place un outil interne qui s'appelle TalkSpirit, il y en a plein d'autres, et qui fait que quand vous sortez de la sphère professionnelle, pouf, vous débranchez, c'est terminé. Ça, c'est un exemple. Vous voyez, c'est une somme de petits pas, en fait, mais ça compte, parce que ça coûte cher. Et les gens m'ont dit, mais on ne va pas mettre ça en place. J'ai dit, si, on va mettre ça en place. Parce que moi, je pense que pour l'équilibre des gens de la société, on ne peut pas 24/24 être sur Facebook, entre guillemets, professionnel. Ce n'est pas acceptable. Et pour l'employeur que moi je suis, je ne cautionne pas ça. Donc j'ai dit, ce sera comme ça, on met ça en place. Le deuxième exemple, très différent, c'est quand vous voulez emmener des personnes dans une évolution, et il y a beaucoup de gens de grande qualité, et à un moment donné qui disent, moi j'aimerais bien avoir mon propre projet. Et je pense qu'il faut favoriser ça aussi. Et on a plusieurs exemples où on a créé des lieux où en fait on est associé dans l'entreprise avec des personnes qui l'ont souhaité. Chefs de cuisine, par exemple, qui disent, mais moi j'ai envie que ce soit aussi mon établissement, mais je ne peux pas mettre tout l'argent pour. C'est pas grave, on va le faire ensemble et on peut être associé. Bon, en tout cas, pas mal de leviers. Il y a une question qui est évidemment le prolongement de ce qu'on vient d'aborder. Une question de Justine. Comment gérer la question des logements pour les saisonniers sur les zones à forte tension sur l'immobilier, notamment en zone littorale? Des cas concrets de mesures à mettre en place par les territoires et les socioprofessionnels. Franck a répondu. Est-ce qu'un autre de nos intervenants? Allez-y. Mélissa. Mais c'est vrai que le logement, c'est peut-être le plus gros problème pour les saisonniers et pour les structures. Donc, comme on disait, les structures, elles ont été créées peut-être dans les années 70-80, pas toutes, mais elles n'ont plus la place d'accueillir. On peut pas mettre tout le poids sur les employeurs. C'est pas possible, puisque c'est dans les zones touristiques, c'est aussi dans l'intérêt des régions que d'avoir ce genre de structure. Donc ça veut dire que les collectivités locales doivent s'impliquer. Elles doivent s'impliquer, comme on impose aux villes d'avoir des logements sociaux. Nous, on pense qu'on devrait imposer aux zones à forte tension touristique des logements accessibles pour les saisonniers, puisqu'ils ne peuvent pas habiter dans des Airbnb où 4 jours de location, ça coûte le mois, voire plus. Enfin, c'est impossible. Donc ce serait vraiment un partenariat. L'employeur, il met aussi son action, mais il faut vraiment imposer, je dirais, juridiquement, une obligation dans ces zones. Deuxième question, si on peut l'afficher, de Maolise. Une question toujours pour Mélissa. Mélissa, avez-vous des espaces de concertation dans les territoires et avec vos pairs, comme Exopé? Alors là, je ne sais pas de quoi il s'agit, pour partager les réflexions autour de l'attractivité de l'emploi dans le tourisme social et solidaire. Alors c'est une question très précise de quelqu'un qui doit être du secteur, c'est super. Certainement. Alors Exopé, c'est l'autre organisation patronale de la branche. D'accord. Il y en a 2, il y a la FFTV et Exopé. Donc nous sommes évidemment en concertation sans cesse, puisqu'nous sommes à la table des négociations toute l'année avec les organisations syndicales de salariés. Nous avons ouvert un groupe de travail attractivité, puisque nous sommes confrontés à cette problématique pour toutes nos structures, qu'elles soient petites, moins de 10 salariés, ou plus grandes, plus de 300 salariés en fait. Bon, écoutez, il est 15h01, on est juste en retard d'1 minute 56, tout va bien. En tout cas, un très grand merci à nos intervenants. Merci beaucoup à tous les 4.